95% de ce que nous sommes à l'âge de 35 ans est un ensemble de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, d'attitudes, de croyances et de perceptions mémorisées qui fonctionnent comme un programme informatique. Si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin et que vous ne pouvez pas penser au-delà de ce que vous ressentez, vos sentiments sont devenus le moyen de penser. Ainsi, si vous y réfléchissez, les gens se réveillent le matin, ils commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits, des souvenirs dans leur cerveau. Chacun de ces souvenirs est lié à des personnes et des choses à certains moments et à certains endroits. Et si le cerveau est un enregistrement du passé, au moment où ils commencent leur journée, ils sont déjà en train de penser dans le passé. Chacun de ces souvenirs a une émotion. Les émotions sont le produit final des expériences passées. Donc, au moment où ils se rappellent ces souvenirs de leurs problèmes, ils se sentent soudainement malheureux. Ils sont tristes, ils ont mal. La façon dont vous pensez et dont vous vous sentez crée votre état d'être. Donc l'état d'être entier de la personne, quand ils commencent leur journée, est dans le passé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le passé familier sera tôt ou tard un futur prévisible. Donc si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin et que vous ne pouvez pas penser plus que ce que vous ressentez, ou que les sentiments sont devenus le moyen de penser, par la définition même des émotions, vous pensez dans le passé. Et pour la plupart, vous allez continuer à créer la même vie. Alors les gens prennent leur téléphone portable et vérifient leurs messages sur WhatsApp. Ils vérifient leur SMS, leur email, leur Facebook. Ils prennent une photo de leurs pieds et la postent sur Facebook. Ils tweetent quelque chose, ils vont sur Instagram. Ils vérifient les nouvelles. De telle façon, ils se sentent vraiment connectés à tout ce qui est connu dans leur vie. Et puis, ils passent par une série de comportements de routine. Ils sortent du lit du même côté, ils vont aux toilettes, ils prennent une tasse de café, ils prennent une douche. Ils vont au travail de la même manière, font les mêmes choses, voient les mêmes personnes qui appuient sur les mêmes boutons émotionnels et cela devient la routine, comme un programme. Ils ont donc perdu leur libre arbitre, au profit d'un programme. Et il n'y a pas de main invisible qui le leur impose. Alors la personne peut dire avec les 5% de son esprit conscient « Je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre ». Mais le corps suit tout un autre programme. Alors comment commencer à faire ces changements ? Eh bien vous devez aller au-delà de l'esprit analytique, car c'est ça qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient. Et c'est là que la méditation entre en jeu, car vous pouvez enseigner aux gens, par la pratique, comment modifier leur onde cérébrale, comment les ralentir, et quand ils font cela correctement. Ils entrent dans le système d'exploitation où ils peuvent commencer à faire des changements vraiment importants. La plupart des gens attendent donc une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic, une perte, une tragédie pour se décider à changer. Et mon message est « Pourquoi attendre ?» Et vous pouvez apprendre et changer dans un état de douleur et de souffrance. Vous pouvez apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration. Actuellement, il y a une prise de conscience. Et les gens commencent à se réveiller. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi les gens ont-ils tant de mal à surmonter un traumatisme ? Eh bien, plus la réaction émotionnelle que vous avez à une certaine expérience dans votre vie est forte, plus le quotient émotionnel est élevé. Et plus vous portez attention à la cause. Au moment où le cerveau met toute son attention sur la cause, il prend un instantané que l'on appelle un souvenir. Donc, les souvenirs à long terme sont créés à partir d'expériences hautement émotionnelles. Ce qui se passe alors, c'est que les gens pensent neurologiquement dans les circuits de cette expérience. Ils ressentent chimiquement dans les limites de ces émotions. Ainsi, lorsque vous avez une réaction émotionnelle à quelqu'un ou à quelque chose, la plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas contrôler leur réaction émotionnelle. Eh bien, il s'avère que si vous laissez cette réaction émotionnelle, c'est ce qu'on appelle une période réfractaire. Durer des heures ou des jours, c'est ce qu'on appelle l'humeur. Je dis à quelqu'un « Eh, quoi de neuf ?» Et il répond « Je suis de mauvaise humeur ». Pourquoi cette humeur ? Cette chose m'est arrivée il y a 5 jours et j'ai une longue réaction émotionnelle. Je dis à la personne « Pourquoi es-tu de cette façon ?» Et elle répondra « Je suis comme ça à cause d'un événement qui m'est arrivé il y a 15 ou 20 ans. » Et ce que cela signifie d'un point de vue biologique, c'est qu'elle n'a pas été capable de changer depuis cet événement. Les émotions liées à cette expérience ont donc tendance à donner au corps et au cerveau une poussée d'énergie. Les gens deviennent donc dépendants de la poussée de ces émotions. Et ils utilisent les problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer leurs limitations. Ainsi, ils peuvent au moins ressentir quelque chose. Maintenant, quand le moment est venu de changer, vous dites à la personne « Pourquoi es-tu comme ça ?» Eh bien, chaque fois qu'elle se souvient de l'événement, elle produit la même chimie dans son cerveau et dans son corps que si l'événement se produisait en réalité, allumant et connectant les mêmes circuits et envoyant la même réaction émotionnelle au corps. La prévalence derrière tout ça, c'est que votre corps est l'esprit inconscient. Il ne fait pas la différence entre l'expérience qui crée l'émotion et l'émotion que vous créez par la pensée uniquement. Donc, le corps croit qu'il vit dans la même expérience passée, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Et donc, quand ces émotions influent certaines pensées, et elles le font, et que ces pensées créent les mêmes émotions, et ces mêmes émotions influent les mêmes pensées, alors l'état d'être de la personne est dans le passé. La partie la plus difficile du changement est de ne pas faire les mêmes choix qu'il a fait la veille. Un point, c'est tout. Et le moment où vous décidez de faire un choix différent, soyez prêts.
Parce que ça va être inconfortable. Vous allez vous sentir mal à l'aise. Pourquoi est-ce que c'est si inconfortable? Est-ce à cause des neurones qui se connectent ensemble? Vous avez parlé des neurones qui se connectent au cerveau. La rapidité avec lesquelles ces connexions se produisent. Est-ce cela qui rend la situation si inconfortable pour les gens? Je pense que la chose la plus importante est que nous continuons à allumer et à connecter ces circuits. Donc, vous avez une pensée et le programme s'exécute. Mais c'est l'émotion qui suit la pensée. Si vous avez une pensée effrayante, vous allez ressentir de l'anxiété. Au moment où vous ressentez de l'anxiété, votre cerveau vérifie avec votre corps et dit « Oui, vous êtes assez anxieux ». Alors, vous commencez à penser à d'autres pensées correspondant à ce que vous ressentez. Alors que la redondance de ce cycle conditionne le corps à devenir l'esprit. Votre corps est votre esprit inconscient. En un sens, si vous êtes assis et que vous commencez à penser à un futur scénario catastrophe, que vous évoquez dans votre esprit, et que vous commencez à ressentir l'émotion de cet événement, votre corps ne fait pas la différence entre l'événement qui a lieu dans votre monde, notre monde, et ce que vous créez par la seule pensée émotionnelle. Donc la plupart des gens réaffirment constamment leur état émotionnel. Ainsi, quand vient le moment d'abandonner cette émotion, ils peuvent dire « Je veux vraiment le faire ». Mais en réalité, le corps est plus fort que l'esprit, parce qu'il a été conditionné de cette façon. Donc le serviteur est devenu le maître. Et une fois que la personne entre dans l'inconnu, elle préfère se sentir coupable et souffrir, parce qu'au moins, ce sont des choses qu'elle peut prévoir. L'inconnu est un endroit effrayant pour la plupart des gens, parce que l'inconnu est incertain. Les gens me disent « Je ne peux pas prédire mon avenir, je suis dans l'inconnu ». Et je dis toujours que la meilleure façon de prédire son avenir est de le créer, non pas à partir du connu, mais de l'inconnu. Et quelle pensée voulez-vous déclencher et programmer dans votre cerveau? Quel comportement voulez-vous démontrer en un jour? Si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez dans le monde en 3D, comme l'acte de répéter mentalement la fermeture de vos yeux et la répétition de l'action. Alors vous commencez à installer le matériel neurologique dans votre cerveau pour faire croire que l'événement a déjà eu lieu. Maintenant, votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé. Maintenant, c'est une carte vers le futur. Et si vous continuez à le faire, à l'amorcer de cette façon, le matériel devient un logiciel, un programme. Et qui sait, vous pourriez commencer à agir comme une personne heureuse. Je pense que la partie la plus difficile est d'apprendre émotionnellement à notre corps ce que le futur va ressentir avant l'expérience réelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas attendre votre succès pour vous sentir puissant? Vous ne pouvez pas attendre d'être riche pour sentir l'abondance? Vous ne pouvez pas attendre votre nouvelle relation pour vous sentir aimé? Ou votre guérison pour vous sentir entier? C'est l'ancien modèle de la réalité de cause à effet. Attendre que quelque chose d'extérieur à nous change ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Et quand nous nous sentons mieux à l'intérieur de nous, nous prêtons attention à ce qui l'a causé. Mais ce que cela signifie, alors, c'est que dans le monde newtonien, la plupart des gens passent toute leur vie à vivre dans le manque en attendant que quelque chose change. Le moment où vous commencez à vous sentir abondant et digne, vous générez de la richesse. Dès que vous vous sentez puissant et que vous le ressentez, vous commencez à faire un pas vers votre succès. Dès que vous commencez à vous sentir entier, votre guérison commence. Et quand vous vous aimez et que vous aimez toute la vie, vous créez un égal et vous causez un effet. Et je pense que c'est la différence entre vivre comme une victime dans votre monde en disant « Je suis comme ça à cause de cette personne ou cette chose ou cette expérience, ils m'ont fait penser et sentir de cette façon. » Quand vous changez cela, vous devenez un créateur de votre monde et commencez à dire « Mes pensées et mes sentiments changent le résultat de ma vie. Maintenant, c'est tout un autre jeu. » Et vous commencez à croire que vous êtes des créateurs de la réalité. Si vous n'êtes pas défini par une vision de l'avenir, alors vous êtes laissé avec les vieux souvenirs du passé et vous serez prévisible dans la vie. Et si vous vous réveillez le matin et que vous n'êtes pas défini par une vision dans le futur, alors que vous voyez les mêmes personnes et que vous allez dans les mêmes endroits et que vous faites exactement la même chose au même moment, ce n'est plus votre personnalité qui crée votre réalité personnelle, mais votre réalité personnelle qui affecte ou crée votre personnalité. Votre environnement contrôle réellement la façon dont vous pensez et ressentez, inconsciemment, parce que chaque personne, chaque chose, chaque endroit, chaque expérience a un réseau neurologique dans votre cerveau. Chaque expérience que vous avez avec chaque personne produit une émotion. Ainsi, certaines personnes utiliseront leur patron pour réaffirmer leur dépendance au jugement. Ils vont utiliser leur ennemi pour réaffirmer leur dépendance à la haine. Ils utilisent leur ami pour réaffirmer leur dépendance à la souffrance. Ils ont besoin du monde extérieur pour ressentir quelque chose. Le changement consiste donc à être plus grand que son environnement, à être plus grand que les conditions de son monde et de son environnement. Alors pourquoi la méditation est-elle un outil ? Eh bien, essayons-nous. Fermons les yeux. Déconnectons-nous de notre environnement extérieur. Si vous voyez moins de choses, moins de stimulations vont à votre cerveau. Si vous mettez de la musique douce et si vous avez des bouchons d'oreilles, moins d'informations sensorielles entrent dans votre cerveau. Donc, vous vous déconnectez de votre environnement. Il faut faire asseoir son corps et lui dire de rester comme un animal. Reste ici, je vais te nourrir quand nous aurons fini. Tu pourras te lever et vérifier tes mails. Tu pourras écrire tous tes textos. Mais pour l'instant, tu vas rester assis là et m'obéir. Donc, lorsque vous faites cela correctement et que vous ne mangez rien, ne sentez rien, ne goûtez rien, ne ressentez rien, vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous êtes défini par une pensée, n'est-ce pas ? Donc,
Lorsque le corps veut retourner à son passé émotionnel, vous prenez conscience que votre attention est sur cette émotion. Et là où vous placez votre attention, c'est là où vous placez votre énergie. Vous siphonnez votre énergie du moment présent vers le passé. Vous en prenez conscience et vous ramenez votre corps dans le moment présent parce qu'il dit « il est 8 heures ». Normalement, on s'énerve parce qu'on est dans les embouteillages à cette heure-là. Et là, vous êtes assis et vous êtes habitué à ressentir de la colère. Et vous n'êtes pas dans le temps. Il est 11 heures et d'habitude vous vérifiez vos emails et vous jugez tout le monde. Eh bien le corps cherche ça. Cet état chimique prévisible. Et la plupart des gens pensent que, lorsqu'ils ont une pensée, c'est la vérité. Et je pense que l'une de mes plus grandes réalisations dans mon propre voyage est la réalisation que ce n'est pas parce que j'ai une pensée qu'elle est forcément vraie. Si vous avez 60 à 70 000 pensées en une journée, comme nous le faisons, 90% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Et vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin. Votre vie ne va pas beaucoup changer, parce que la même pensée mène au même choix. Le même choix conduit au même comportement. Le même comportement crée la même expérience. Et la même expérience produit la même émotion. Et donc, l'acte de devenir conscient de ce processus pour commencer à devenir plus conscient de comment vous pensez, comment vous agissez et comment vous vous sentez, ça s'appelle la métacognition. Pourquoi est-ce important ? Parce que plus vous êtes conscient de ces états inconscients de l'esprit et du corps, moins vous risquez de perdre conscience pendant la journée. Et cette pensée ne va pas échapper à votre conscience sans contrôle parce que ça signifie se connaître soi-même. Le mot méditation signifie se familiariser. C'est très important. Tout comme dans un jardin, si vous plantez des plantes, vous devez vous débarrasser des mauvaises herbes. Il faut arracher les plantes des années passées. Il faut se débarrasser des pierres qui se déplacent vers le haut, qui sont comme nos blocs émotionnels. Le sol doit être attendri et décomposé. Nous devons faire de la place pour planter un nouveau jardin. Principalement, nous apprenons le plus sur nous-mêmes et sur les autres quand nous sommes mal à l'aise. Parce qu'au moment où vous vous mettez dans cet état inconfortable, normalement, un programme se met en place. Parce que la personne ne veut pas être dans le moment présent et s'engager consciemment. Et puis, ma dernière question, quel est l'impact que vous voulez avoir sur le monde ? Je pense que la finalité pour moi est de donner du pouvoir aux gens à un tel point qu'ils réalisent qu'ils ont besoin de moins de choses à l'extérieur d'eux pour les rendre heureux. Moins de choses à l'extérieur d'eux pour réguler leur humeur et leur comportement. Et les laisser commencer à utiliser ce genre de pouvoir auquel nous avons tous accès pour vraiment changer le monde. Afin de faire une différence pour qu'il y ait plus de paix, plus de plénitude, plus de connexion, que nous nous sentions et nous aimions les uns les autres, et que nous soyons mieux au service des autres. Et je pense que si chacun travaille sur soi-même et essaie de faire de son mieux pour présenter au monde le meilleur, l'idéal de soi-même, le monde pourra devenir meilleur. C'est ma passion, et je suis témoin que ça se passe actuellement plus que jamais.